Cela s'est passé entre 1986 et 1987. Mon père a acheté une ferme dans la province de l'État libre, en Afrique du Sud, que les habitants appelaient Gapamadi. En Soto, une langue africaine, cela signifie l'endroit où le sang coule. La première semaine, tout s'est déroulé sans incident. J'avais environ 3 ans à l'époque, donc cette histoire est en partie ce dont je me souviens, et surtout ce qu'on m'a raconté. Vers la 3e nuit de la 2e semaine, on a frappé à la fenêtre de la chambre principale. Mon père a ouvert le rideau et n'a trouvé personne. Au moment où il se mettait au lit, on a de nouveau frappé, mais cette fois depuis la cuisine, à l'autre bout de la maison. Mon père s'est levé, mais n'a trouvé personne. Alors qu'il tournait le dos à la porte, l'enfer s'est déchaîné. Les coups recommencèrent, mais se succédèrent rapidement d'une fenêtre à l'autre, couvrant toute la maison. Alors que mon père nous rassemblait tous, des cailloux ont commencé à tomber sur le toit de la maison. Cela a continué ainsi pendant le reste de la nuit, jusqu'au premier chant d'oiseaux petit matin. Ensuite, tout est devenu silencieux. Apparemment, cela ne nous tourmentait pas seulement en tant que propriétaires de la ferme. Les ouvriers agricoles qui restaient le lendemain matin ne voulaient pas commencer à travailler par crainte du tokoloch. Ils le croyaient responsable du phénomène. La plupart d'entre eux sont même partis le jour même. À partir de là, les choses se sont lentement aggravées, comme pour tester la tolérance de mes parents. Ma mère m'a raconté que parfois, lorsque je jouais ou prenais mon bain, je l'appelais complètement terrifiée. Paniquée, elle courait vers moi, me demandant ce qui n'allait pas. Les larmes aux yeux, je lui disais que cette personne à côté de moi me faisait peur et qu'il fallait la faire partir. Mais ma mère avait beau regarder autour d'elle, elle ne voyait rien. D'autres esprits ont également commencé à apparaître autour de la maison et du jardin. Je pense qu'il s'agissait d'anciens propriétaires et habitants de notre ferme. Ils semblaient porter des vêtements du début des années 1900. Un homme, âgé d'une 60aine d'années, hantait la maison, fumant la pipe avec un jeune homme d'une 30aine d'années. L'odeur de la fumée envahissait parfois le salon. Les jours de grand soleil, on voyait une femme d'une 20aine d'années couper des roses dans le jardin. Une petite fille d'environ 5 ans courait autour d'elle, toutes deux coiffées d'un bonnet, comme c'était la coutume chez les premiers colons d'Afrique du Sud. Quelques nuits plus tard, ma famille a entendu les hennissements des chevaux dans le vieux kraal en pierre, un type d'enclos pour le bétail. Il y avait le bruit des sabots sur le sol, les voix assourdies d'hommes qui parlaient ou discutaient de quelque chose, et le bruit des lourdes portes en fer qui s'ouvraient, suivi d'une voix qui appelait « Woevertsmain » en afrikaans, qui est étroitement lié au néerlandais. Cela se traduit à peu près par « en avant les hommes ». Les chevaux jaillissaient alors des portes ouvertes et tournaient autour de la maison, accompagnés par le bruit des fouets. Cela durait environ 30 minutes tous les soirs. Le plus effrayant, c'est que le kraal a été utilisé par les colons pendant la guerre de 1899. Un jour, ma mère a poussé un cri d'effroi. Nos chiens, qui étaient normalement en bonne santé, étaient couchés sur le dos, les yeux retournés dans leurs orbites, la gueule écumante. Mes parents ont d'abord pensé que les animaux avaient été empoisonnés. Mon père est allé chercher le pick-up, a mis les chiens à l'arrière et s'est précipité vers la ville pour les emmener chez un vétérinaire. Au moment où mon père a franchi le portail, à la limite de la ferme, les chiens se sont soudain levés et ont fait comme si de rien n'était. Cela s'est répété un nombre incalculable de fois et les chiens restaient immobilisés pendant 15 minutes. Les choses ont rapidement empiré à partir de ce moment-là. Le bruit des pierres qui pleuvaient sur le toit en tôle ondulée s'est intensifié et l'entité a commencé à trouver des cibles humaines. Un soir, mon père et mon frère de 17 ans se trouvaient sur la terrasse lorsqu'une pierre a frappé mon frère au front. Ils ont tous deux décrit le bruit comme un sifflement aigu, comme si la pierre avait été lancée par une fronde.
Le lendemain, mon père a installé de puissants projecteurs autour de la maison et a coupé tous les beaux arbres fruitiers qui l'entouraient pour tenter d'attraper les coupables. En vain. Tout se passait comme d'habitude, sans qu'il y ait personne en vue. On aurait dit que les pierres lancées se matérialisaient à partir de rien. À ce stade, l'activité a commencé à se concentrer sur mon frère. Il vivait dans son propre appartement d'une chambre, à environ 10 mètres de la maison principale. Un soir, alors qu'il étudiait pour un examen de fin d'année, quelque chose d'invisible l'a attaqué par derrière. Mon frère était grand, fort et pratiquait la musculation à l'époque, mais une lutte épique s'est engagée, la créature essayant de l'étrangler pendant 25 minutes. Lorsque mon frère s'est finalement dégagé de l'emprise de la créature, il était couvert de sang et semblait avoir été étranglé avec un fil de fer. Sa poitrine semblait avoir été tailladée par des griffes ou des lames de métal émoussées. Aujourd'hui âgé d'une 40aine d'années, il en porte encore les cicatrices sur la poitrine. Mon frère n'a pas été la seule victime. Un jour, ma mère était allongée sur son lit, en train de lire un livre, lorsqu'elle est soudainement devenue paralysée. Peu après, un bulldog est apparu à la porte de la chambre. Ma mère a dit qu'elle avait eu l'impression de vivre une éternité, alors qu'elle s'imprégnait de tous les détails de l'entité. Il s'agissait également d'un chien boaball, et il avait une tache blanche entre les yeux, alors que les nôtres avaient des masques noirs. Son visage était teinté d'un rose rougeâtre, comme s'il s'agissait de sang, et de la bave rouge coulait de sa bouche. Le chien s'est ensuite dirigé vers elle, sautant sur le lit, la plaquant au sol et la fixant dans les yeux. Après ce qui a dû lui sembler une éternité, le chien a sauté et a quitté la pièce. Cela s'est reproduit plusieurs fois, même la nuit, avec mon père à côté d'elle. Paralysée, ma mère ne pouvait pas alerter mon père. Chrétienne protestante convaincue, ma tante n'a pas cru au récit de ma mère et est venue nous rendre visite avec sa fille. Sa fille était assise dans la baignoire lorsqu'une pierre a volé à travers la fenêtre et a fendu la baignoire. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, ma tante et sa fille étaient parties. Elles avaient fait leur bagage au milieu de la nuit et avaient parcouru près de 400 kilomètres pour rentrer chez elles. Je l'admire pour son courage car elle a dû sortir et parcourir les 20 mètres qui la séparaient de sa voiture. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose dans la chambre d'amis peu après qu'elle ait éteint les lumières, mais elle refuse encore aujourd'hui de nous dire ce qui s'est passé. Bien que l'activité commence généralement au crépuscule et se poursuit jusqu'à l'appel des premiers pluviers d'Afrique au petit matin, l'activité a commencé à se produire également pendant la journée. Il y avait des chuchotements autour de la maison et 2 ombres sombres se déplaçaient. Ces mêmes ombres tournaient autour de la maison toutes les nuits. Nous pensions qu'elles étaient à l'origine de l'activité poltergeist. On dit en effet que les Tokoloch travaillent généralement par paires. À ce stade, l'activité ne cessait que lorsque la police ou des personnes n'ayant pas de lien étroit avec la famille venaient en visite. Elle reprenait immédiatement après leur départ. À peu près à la même époque, des incendies spontanés se sont déclarés autour des maisons des employés. Au début, c'était presque inoffensif, mais un jour, certains employés sont venus frapper à la porte en criant que la maison de l'un des autres employés était en train de brûler et que des flammes s'échappaient des fenêtres. L'employé était en congé et la porte était fermée de l'extérieur par une solide serrure. Lorsqu'ils ont finalement ouvert la porte, les témoins ont constaté que seuls les bords des placards de la cuisine brûlaient. Une fois les flammes éteintes et la fumée dissipée, ils ont été choqués de constater qu'il n'y avait aucun dégât, hormis les fenêtres éclatées et les dégâts causés par la fumée. Mes parents étaient désespérés, car mon père avait investi toutes ses économies dans un dépôt pour la ferme. La vendre, à ce moment-là, les aurait ruinés. L'Église ne semblait pas s'en préoccuper et a même prétendu que mes parents avaient fait ça pour attirer l'attention. Mes parents étaient auparavant des personnes respectées en ville car mon père était chef du service de la circulation et diacre à l'église. Soudain, les gens se sont mis à rire dans leur dos et la plupart des habitants de la ville ont abandonné ma famille à ce stade. Certains ont même accusé mon frère d'avoir tout mis en scène. Mon père en avait assez que rien ne marche et il a contacté un sorcier traditionnel africain de l'ancien Bofufatswana. Lorsque le sorcier est arrivé, il a demandé un verre d'eau, l'a regardé et a raconté à mon père des choses très personnelles, des choses que très peu de gens connaissaient.
En tout cas, personne en ville ne les connaissait. Le sorcier a commencé à effectuer un rituel de purification avant de retirer quelques boîtes remplies de choses telles que des rognures d'ongles, des cheveux, etc. Il a ensuite expliqué à mon père que l'ancien propriétaire avait jeté une malédiction sur la ferme parce qu'il était furieux d'avoir fait faillite et qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre y reste longtemps. La nuit suivant la purification, un orage s'est levé et au milieu du tonnerre, il y a eu les pleurs d'un bébé. Le vent a soufflé d'une clôture à l'autre de la ferme sur environ 1500 hectares et tout s'est arrêté aussi soudainement que ça avait commencé. En Afrique du Sud, nous avons une chose appelée Tokoloch. Il s'agit d'un petit personnage noir, maigre et sans visage qui s'attaque aux personnes vulnérables. Les gens du pays mettent leurs lits sur des boîtes de peinture pour les surélever afin que le Tokoloch ne puisse pas les atteindre pendant qu'ils dorment. Quoi qu'il en soit, je vis dans une ferme à gibier. J'ai entendu des chuchotements sous ma fenêtre à 20h. J'ai pensé que c'était le personnel au sol qui venait de mon côté pour utiliser le pick-up afin de se rendre à l'entrée principale pour récupérer d'autres membres du personnel qui étaient partis pour la journée. Les chuchotements se sont rapprochés de ma fenêtre, si près que mon chien a commencé à grogner contre la fenêtre. Je lui ai dit de la fermer, ce qu'il a fait, mais cela a recommencé. Cette fois juste devant ma fenêtre. J'ai une clôture électrique à environ 1,5 mètre de celle-ci, pour que rien ne puisse entrer. J'ai ouvert les volets pour leur dire de dégager, mais tout ce que j'ai vu, c'est cette silhouette noire et courte qui essayait de grimper à ma fenêtre, puis qui s'est retournée et a couru, et en l'espace de 3 pas, elle s'est déplacée d'une 30aine de mètres, et sa course était régulière. Le mouvement n'était pas du tout naturel. J'en ai parlé à un habitant le lendemain, et il m'a dit que c'était le Tokoloch qui avait entendu parler de moi et qui voulait m'attraper, mais que la fenêtre était trop haute pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai fermé mes fenêtres tous les soirs. Ensuite, une grenouille est apparue au hasard dans ma poubelle. C'était une grande poubelle, et la grenouille était mouillée comme si elle avait été prise dans un arbre et jetée dans la poubelle. Il n'y avait pas de tache humide ailleurs dans ma maison, donc elle n'avait certainement pas sauté là. Le même homme m'a dit qu'un sorcier essayait de me faire fuir de cet endroit. Alors il a invoqué la grenouille et l'a laissée tomber dans ma maison et qu'il me surveillait probablement. Il paraît que ce même sorcier pouvait déraciner un arbre spécifique et le planter à l'envers le long du riad pour que des personnes spécifiques le voient et lorsque vous le faisiez, votre vision se brouillait immédiatement. J'étais sceptique jusqu'à ce que je fasse l'expérience de tout ça. Aujourd'hui, je sais de tout cœur que ces choses sont réelles. Cet endroit en Afrique du Sud se trouve au cœur de la province de Limpopo, qui est connue pour le culte des ancêtres et pour les bizarreries des sorciers qui s'y produisent. Je vis en Afrique du Sud. Mon expérience s'est déroulée il y a environ 2 mois. Une amie de ma copine nous a demandé de garder sa maison et celle de son mari pendant 2 jours, alors qu'ils étaient absents pour un mariage, principalement pour nourrir leurs 2 chats, etc. Le fait est que leur maison a été le théâtre d'un meurtre très horrible quelques années auparavant. Un homme a été massacré avec un objet contondant dans le garage, et sa femme a été tuée dans la chambre principale. Sachant tous deux ce qui s'était passé dans cette maison, nous étions déjà très effrayés. La première nuit, ma copine et moi, nous avons dormi sur le canapé-lit du salon. Maintenant, dans la position dans laquelle on était allongés, on pouvait voir une petite pièce qui mène à une salle de bain.
mais à l'entrée de la pièce, il y avait un bureau avec une chaise, etc. J'étais à moitié endormie lorsqu'au milieu de la nuit, j'ai remarqué que ma copine s'est soudainement levée sans dire un mot et qu'elle est allée se coucher sur le canapé d'en face. Juste après ça, j'ai commencé à entendre des bruits étranges de cliquetis dans un débarras dans lequel il fallait entrer par la cuisine. C'était une maison ouverte, donc le salon menait directement à la cuisine, etc. Je continuais à entendre ces bruits de cliquetis. J'ai immédiatement paniqué et je suis finalement allé dormir à côté de ma petite amie. Le lendemain matin, je lui ai raconté ce que j'avais entendu et elle m'a dit que la raison pour laquelle elle s'était levée en sursaut était qu'elle avait vu quelqu'un assis dans ce fauteuil de bureau. Mais elle a immédiatement dit qu'elle l'avait peut-être imaginé. Ce soir-là, nous avons décidé de dormir dans la chambre d'amis. Il était hors de question que je dorme dans la pièce principale où la femme avait été tuée. Nous nous sommes finalement installés prêts à dormir. Vers 2 heures du matin, nous nous sommes tous deux réveillés à cause d'un chat qui miaulait. Mais cela ressemblait plus à un cri. Ce n'était pas un miaulement normal. Le chat miaulait constamment, mais chaque miaulement dura environ 10 secondes, comme s'il essayait d'attirer notre attention. J'ai immédiatement dit à ma copine de rester dans la chambre et comme je me tenais devant la porte fermée de la chambre d'amis, je me suis dit que quelqu'un devait être dans la maison. J'ai ouvert la porte rapidement, le salon était dégagé. En tournant à gauche dans le salon et en commençant à marcher vers la cuisine, j'ai vu le chat qui avait l'air très effrayé derrière une armoire, vers le débarras. Dès que je suis arrivé à côté du chat, j'ai entendu quelque chose bouger et cogner très fort dans le débarras. J'ai immédiatement crié à ma petite amie de préparer le téléphone portable pendant que j'attrapais un couteau qui se trouvait sur la table de la cuisine. J'ai marché lentement, effrayé, mais prête à affronter la personne qui s'y trouvait. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré rapidement dans la pièce, mais à ma grande surprise, il n'y avait rien. Les fenêtres étaient fermées. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un animal sauvage ou quoi que ce soit d'autre. Le deuxième chat semblait détendu, alors que l'autre était crispé. Il ne pouvait s'agir d'un autre chat ou de quoi que ce soit d'autre. Notez que c'est dans cette même pièce que j'ai entendu les bruits de cliquetis la nuit précédente. Inutile de dire que j'étais heureux que ce soit notre dernière nuit là-bas.